On a choisi deux films. On peut dire qu'on est passé au monde d'hier, au monde d'aujourd'hui. Justement, Daniel Renon, comment vous avez perçu ces deux films ? Quel est l'intérêt, à votre avis, de montrer ces deux films pour comprendre l'Autriche du moment ? Alors, je dirais qu'on est content, après les dernières images du film sur Stefan Zweig, de voir ces jeunes vivant à Vienne, de voir que l'Autriche aujourd'hui, c'est ce monde qui n'est pas facile, naturellement, qui se bat avec le racisme, mais qui est quand même un monde accueillant, globalement, et qui a quand même une grande forme d'ouverture. Effectivement, ces deux époques, Zweig, c'est l'esprit éclairé, érudit, humaniste convaincu, né dans un milieu aisé. Ça facilite quand même aussi sa vision du monde, et sa vie, aussi longtemps qu'elle se passe bien. Et surtout dans un empire multinational. C'est un petit peu ça qui fait le lien aussi avec le second film. C'est ce mélange des peuples, comme on l'appelait dans l'Autriche-Hongrie, et aujourd'hui, peut-être, on va parler des communautés, minorités, selon le choix. Bon, les populations noires, ils ont choisi, dans leur groupe de recherche, de s'appeler des Noirs, et pas de chercher d'autres mots. Et pour montrer que ce n'était pas la désignation de la couleur, mais la désignation d'un vécu, d'expérience vécue, d'histoire, etc., ils l'écrivent toujours avec le S majuscule. Donc eux, aujourd'hui, ils cherchent, je dirais, un petit peu cette cohabitation en formant leur community et leur réseau, leur groupe de réflexion. Donc il y a pas mal de groupes qui se sont créés, disons, dans les 15 dernières années à peu près. On a le sentiment qu'il y a quand même un balancier dans cette Autriche entre effectivement des forces d'ouverture européenne et puis des replis nationalistes. Comment vous voyez ça ? Disons que l'Autriche a naturellement une histoire particulière, cette histoire d'empire, puis cette république. C'est un énorme traumatisme quand même qu'a vécu l'Autriche, interdite d'Anschluss avec l'Allemagne alors qu'elle le désirait, de tous bords, parce que c'était une communauté allemande, en tout cas germanophone, la guerre, comme tout le monde, puis l'effondrement de l'Empire. Un empire de 52 millions d'habitants qui est tout d'un coup devenu une peau de chagrin de 6 millions d'habitants. Donc d'une certaine manière, je pense que Zweig est aussi un produit de le désarroi qu'on voit dans sa vie, ou la complexité qu'on voit, son incapacité à se rallier à des camps, comme c'était le cas sous la Première République allemande. Et dans les années 20-30, on était soit communiste, soit on avait un monde comme ça, qui était très tranché, soit nazi, soit communiste. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, en effet, l'Autriche a, pour la deuxième fois, elle l'a eu en 2000 pour la première fois, et maintenant, l'année dernière, elle a formé un gouvernement conservateur et extrême droite, qui est le produit de beaucoup de faillites politiques, ce qu'on appelle la grande coalition en Allemagne. Ces deux grands partis, chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, qui ont gouverné si souvent ensemble et qui n'aboutissaient à rien, n'entendaient plus rien, et que la population a rejeté. Le gouvernement, lui, est déjà passé pour moitié aux mains de l'extrême droite du FPE. Ça fait une politique de protection des frontières qui remonte fortement, c'est-à-dire que vous avez, ça aussi je veux le dire, l'Autriche en 2015, quand il y a eu le grand afflux de migrants, l'Autriche a accueilli 90 000
demandeurs d'asile. Ce qui, pour un pays de 8,5 millions d'habitants, était considérable. Sebastian Kurz, avant d'être chancelier, il était ministre des Affaires étrangères, et il a fait déjà activement une politique de fermeture de la route des Balkans. Et de limitation des droits des réfugiés. Hein. Alors, je veux dire, sur l'accès aux droits sociaux, à l'emploi. Maintenant qu'il est chancelier, oui. Bon, la poursuite de cette politique de blocage de la route des Balkans, c'est une politique de préférence nationale. Je disais que quand ça avait été Jörg Haider, il y avait eu plus de désapprobation de l'Union européenne, alors que là, l'Europe est un peu silencieuse. Bon, ça, c'est un constat un peu désolant, mais la montée des pouvoirs qu'on appelle démocratie illibérale à la hongroise ou à la tchèque ou à la slovaque ou la montée du Front National, Rassemblement National chez nous. Bon, il y a une telle puissance, un flux en ce moment. Le sens de l'histoire est tellement favorable à ces groupes de droite radicale, nationaliste. Personne, et l'Union européenne non plus, n'a pas trouvé le remède pour bloquer. Comme Thibaut a abordé le fait qu'il y avait une intelligentsia à l'époque de Zweig qui était très, très dynamique, très offensive. Je voulais savoir qu'en est-il actuellement, et est-ce qu'il y a un rôle de cette intelligentsia, notamment dans la presse, pour déconstruire ces discours dominants sur la question migratoire et raciale? L'Autriche actuelle fait partie de l'Europe actuelle, et ce qu'on voit, nous, ici, une faiblesse relative des intellectuels dans la sphère publique. En Autriche, c'est un petit peu pareil. Ça ne veut pas dire que personne ne fait des efforts pour écrire, attaquer, même politiquement. Alors, je vous cite un exemple. Par exemple, dans les médias, il y a un hebdomadaire viennois très connu qui s'appelle Falter, qui a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour informer sur la montée au pouvoir, l'arrivée au pouvoir, tellement dans le marketing politique d'aujourd'hui, hein, de Sebastian Kurz, sur l'actualité politique. Par exemple, le ministre de l'Intérieur. Bon, cet homme est-il dangereux? Ils font la une dessus et ils racontent pourquoi il l'est. Il y a des intellectuels, il y a des journalistes critiques, d'investigation qui font un bon travail, mais l'opinion publique est quand même largement dominée par les tabloïds et les gratuits. Hein, et là, c'est pas très favorable à l'ouverture d'esprit. Je vais vous lire un extrait bref du Monde d'hier, souvenir d'un Européen, Stefan Zweig, et j'ai une petite question. Né en 1881 dans un grand et puissant empire, il m'a fallu le quitter comme un criminel. Mon œuvre littéraire, dans sa langue originale, a été réduite en cendres. Étranger partout, l'Europe est perdue pour moi. J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne. Et en lisant ce passage de Zweig, je me disais, est-ce qu'on ne sait pas un peu le monde d'aujourd'hui ? Il y a beaucoup de résurgences. Vous regardez la Hongrie, par exemple. Regardez la Hongrie. Tout le monde disait il n'y a qu'un dieu, un tribun, c'est Orban. Bon, maintenant, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui entrent en grève. Ce qu'on voit, c'est que dans quand même beaucoup de pays, les gens ne se lassent pas à marcher dessus, qu'il y a une culture démocratique, citoyenne, justement, qui c'est une société civile, comme on dit toujours, qui s'est développée et qu'elle se saisit des thèmes sociaux. Hein. Donc, il y a les thèmes sociétaux qui ont évolué, les thèmes sociaux qui arrivent. Moi, je pense qu'on peut faire confiance aux Européens. Bon, merci beaucoup, Danielle Renon, pour ce message d'espoir. Voilà.